président russe Vladimir Poutine vient d'annoncer mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe, une force qui peut comprendre une composante nucléaire, annonce faite au 4e jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, une déclaration retransmise lors d'un entretien avec ses chefs militaires à la télévision. Marc Perelman, cette fois la menace est brandie. Que prépare Vladimir Poutine et qui peut l'arrêter à Moscou ? Alors c'est vrai que la menace avait été sous-entendue dans des déclarations de Vladimir Poutine il y a quelques jours, qui avait affirmé surtout que l'Ouest ne nous empêche pas de faire ce qu'on doit faire. L'Ouest, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Cette fois, cette prise de parole formelle devant ses chefs militaires, ordonnant la mise en alerte de sa force de dissuasion. Force de dissuasion, c'est bien nucléaire dont on parle. Alors évidemment, c'est juste une mise en alerte. Hein. On n'est pas à la veille de la guerre nucléaire, mais c'est une escalade. Et il y a quelques minutes, dans un programme de télévision américaine, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies a affirmé que c'était une escalade totalement inacceptable. Donc c'est une volonté de Vladimir Poutine de faire monter la tension. Il affirme que c'est en réaction à des déclarations des leaders de l'OTAN. C'est sans doute évidemment en réaction à toutes les sanctions qui sont en train de le frapper de plus en plus durement et de plus en plus durement au portefeuille. Et notamment aussi, on a entendu le chancelier allemand Olaf Scholz faire un discours que certains qualifient d'historique, en affirmant que l'Allemagne allait dépenser beaucoup plus pour son armée, en annonçant de l'aide à l'Ukraine. Donc c'est vrai que Vladimir Poutine veut réagir parce qu'il voit bien que ce qu'il espérait se passer en Ukraine sur le terrain, tout d'abord, mais aussi diplomatiquement, les choses ne se passent pas de la façon dont il espérait. L'Occident est très uni, les sanctions sont dures, sont lourdes, elles vont frapper très fort et quand même assez vite. Et donc, c'est vrai qu'il lui reste une chose, en effet, c'est l'arsenal nucléaire. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale. On a peut-être oublié tous ces comptes qu'on faisait dans les années de guerre froide, mais la Russie compte, d'après un institut spécialisé, plus de 6000 têtes nucléaires, les États-Unis 5800, tous les autres pays sont évidemment loin derrière. La France est autour de 300. Évidemment, ce n'est pas le nombre d'armes nucléaires qui compte, c'est le simple fait de l'avoir, évidemment, mais c'est vrai que c'est sans doute une façon pour Vladimir Poutine de faire monter la pression, pas forcément parce qu'il a envie d'une confrontation militaire, mais sans doute parce qu'il est en difficulté et qu'il tente de montrer qu'il ne va pas baisser les yeux. Alors finalement, l'Ukraine confirme des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-biélorusse. Sur quoi peuvent porter les négociations ? Alors déjà, c'est vrai que ces deux informations pratiquement simultanées prouvent que les choses ne sont pas aussi simples que quand Vladimir Poutine affirme qu'il veut mettre en alerte et parler de dissuasion nucléaire. En même temps, il autorise évidemment ces pourparlers éventuels. Alors jusqu'à il y a quelques minutes, les pourparlers en territoire biélorusse avaient été refusés catégoriquement par Volodymyr Zelensky, en affirmant que le Bélarus étant un pays qui dorénavant obéit à la Russie et qui sert de base pour des attaques qui sont en train de se produire, c'était pour lui impensable d'aller à Minsk. Donc les discussions se sont quand même poursuivies et la présidence ukrainienne a annoncé il y a quelques minutes qu'il y aurait bien des pourparlers à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, suite à une discussion, et ça c'est quand même intéressant d'un point de vue diplomatique, entre Volodymyr Zelensky et Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie. On peut imaginer quand même que si ces pourparlers ont bien lieu, parce que la situation sur le terrain est tellement mouvante que ça pourrait ne pas se dérouler, Volodymyr Zelensky ne sera sans doute pas partie de la délégation, parce que dans son entourage, des gens avec qui j'ai échangé, on se méfie évidemment terriblement de l'idée d'aller en Biélorussie et peut-être d'être arrêté, voire pire. Donc on peut imaginer que les Ukrainiens vont être prudents, mais en tout cas, je rajoute juste que la présidence ukrainienne affirme que c'est des discussions sans précondition. Donc il y a quand même une possibilité, ne serait-ce que ténue,
de dialogue. Toutes les portes ne sont pas fermées, mais évidemment, tout peut évidemment déraper très vite parce que la situation sur le terrain, avec des batailles un petit peu partout, est encore extrêmement volatile. Il y a de nouveau eu un rassemblement cet après-midi à Moscou contre la guerre et contre Poutine. Est-ce qu'on peut percevoir, d'après vous, l'existence d'une opposition à la guerre en Russie, y compris même en dehors des manifestations qui, on le sait, sont très difficiles en Russie ? Écoutez, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, parce que on sait que du point de vue de l'information, c'est très verrouillé officiellement en Russie, que c'est une sorte d'opération de maintien de l'ordre, mais évidemment, plus le temps passe, plus des questions se posent, y compris en Russie. Et c'est vrai que dès qu'il y a des manifestations, elles sont étouffées dans l'œuf, mais on a vu certaines personnes, y compris dans le monde culturel, dans le monde sportif, qui souvent vivent à l'étranger, mais qui étaient favorables à Poutine et qui ont pris position contre cette guerre. Est-ce que les Russes ils sont au courant de toutes les annulations des événements sportifs, par exemple ? Je pense qu'ils vont finir par l'être, parce qu'on ne peut plus tout contrôler. Oui, on veut contrôler les réseaux sociaux, mais les gens finissent par savoir. Et c'est vrai qu'il y a quand même une question de légitimité pour Vladimir Poutine. Oui, c'est vrai, la verticale du pouvoir, il verrouille tout, mais si ça dure, s'il y a des morts, et visiblement il y en a, et si l'offensive ne se passe pas comme prévu, ce qui est déjà le cas. Alors, il faut relativiser. On est quand même qu'au bout de 4 jours, ce n'est pas non plus que c'est un échec qu'on peut tout de suite proclamer, mais c'est vrai qu'il espérait sans doute décapiter, entre guillemets, le pouvoir, que Volodymyr Zelensky prendrait le premier avion pour les États-Unis et l'Europe occidentale. Ça ne s'est pas produit, ça c'est sûr. Et donc, c'est vrai que plus ça dure, plus les Russes peuvent commencer à se poser des questions. Plus ils vont se poser des questions, plus ils vont peut-être oser l'exprimer. Évidemment, ce qui compte pour Vladimir Poutine, c'est que toute sa hiérarchie militaire soit fermement derrière lui. Mais attention, c'est vrai qu'on parle souvent d'une Russie forte, mais elle a sans doute quand même les pieds d'argile aussi, parce que économiquement, et on va sans doute le voir la semaine prochaine, ce n'est pas la Chine, loin de là. Le PIB de la Russie est équivalent à celui de la Corée du Sud. C'est tout à fait respectable, mais on ne parle quand même pas d'une superpuissance économique. C'est pour ça que ces sanctions doivent beaucoup quand même éveiller des craintes dans l'entourage de Vladimir Poutine, parmi les élites politiques, mais aussi les élites économiques qui, si elles sont frappées au portefeuille, vont peut-être se poser des questions sur la direction que prend Vladimir Poutine. Merci beaucoup Marc Perelman pour votre décryptage. Merci à vous.